Tout a commencé par un appel téléphonique au service d'urgence. L'opérateur enregistre le message reçu. Dans le combiné résonne une voix tendue qui signale rapidement et sans détail qu'un garçon se trouve dans une maison en périphérie de la ville et a besoin d'aide. La voix sonne sèchement, sans précision, ni nom, ni adresse exacte, ni explication de ce qui s'est passé exactement. Seulement une phrase courte. « Regardez là-bas ». Une seconde plus tard, la communication se coupe. L'appelant ne s'est pas présenté, n'a pas répondu aux questions de précision du répartiteur et aucune autre information n'est parvenue. Cette information étrange et fragmentaire est devenue le premier maillon d'une longue chaîne qui se transformera bientôt en l'une des affaires les plus retentissantes de ces dernières années. Une patrouille se rend sur les lieux. Mais déjà en approchant du quartier indiqué, il devient clair. Tout n'est pas si simple. Le quartier dont parlait l'appel représente un véritable labyrinthe de rues identiques et de vieilles maisons. Beaucoup de constructions ici sont depuis longtemps abandonnées. Une partie est louée à des locataires qui changent si souvent que les voisins ont cessé de faire attention à qui y vit exactement. La police n'a ni numéro de maison précis, ni nom du propriétaire, ni même description de son apparence. Tout ce qu'il y a, c'est une information vague sur une maison en périphérie. Dans de telles conditions, les officiers sont contraints d'agir au hasard. La patrouille commence la vérification des rues. La voiture se déplace lentement entre les constructions identiques. Les officiers sortent, regardent par les fenêtres, frappent aux portes. Les premières tentatives ne donnent rien. La plupart des maisons sont fermées. Dans certaines, les habitants ouvrent les portes et regardent les policiers avec étonnement, assurant qu'ils n'ont rien vu de suspect. Plusieurs maisons semblent vides. Les fenêtres sont barricadées. Derrière la grille pousse de la mauvaise herbe. Plus d'une demi-heure passe avant que l'attention des officiers soit attirée par une construction au coin du quartier. La maison semble inhabituelle. Les portails métalliques ne sont pas fermés. Un battant est légèrement entrouvert. Près des portails, on remarque des traces de chaussures fraîches qui mènent à l'intérieur. Sur la porte de la maison, il n'y a pas de serrure. Elle aussi est entrouverte. Pour les policiers, cela devient le premier signal sérieux. Selon les instructions, ils commencent l'inspection. Ils entrent à l'intérieur et comprennent immédiatement. La maison est habitée, mais l'ambiance est étrange. Le salon les accueille avec un désordre complet. Sur le canapé traînent des affaires, non rangées depuis plusieurs jours. Sur le sol, des bouteilles vides, des restes de nourriture dans des emballages, quelques papiers. Dans le coin, se dresse une vieille armoire dont la porte est entrouverte et les vêtements sont entassés en un tas. La cuisine ne fait pas meilleure impression. Dans l'évier, toute une montagne de vaisselle sale, sur la table des assiettes intouchées avec des restes de dîner. Tout indique que des gens étaient ici tout récemment, mais sont partis précipitamment sans rien ranger. Les officiers avancent prudemment. Ils vérifient le couloir, regardent dans la petite chambre. Au premier regard, elle est vide. Seulement un lit non fait et des affaires éparpillées. Mais derrière la porte de la pièce du fond, ils trouvent ce pourquoi l'appel avait été fait. Sur le sol gît un garçon. D'abord, il semble qu'il ne donne aucun signe de vie, mais la vérification de la respiration montre qu'il est vivant. L'état est au grave. Forte déshydratation, épuisement prononcé, quasi-absence totale de réaction. Immédiatement, ils appellent l'ambulance. Selon le protocole, l'enfant est photographié, son état est fixé, après quoi les médecins le transportent rapidement à l'hôpital. Les officiers restent sur place. Leur tâche maintenant, comprendre qui est ce garçon et pourquoi il s'est retrouvé dans une telle situation. La procédure d'établissement d'identité est standard. Les photographies et la description des signes particuliers sont envoyées dans la base des personnes disparues. La vérification prend plusieurs heures. La réponse arrive le soir. La correspondance est de 100%. C'est Diego Garcia, 12 ans. La déclaration de sa disparition est parvenue il y a 3 jours. La famille s'était adressée à la police presque immédiatement quand il n'était pas rentré de l'école.
Maintenant, l'affaire prend une toute autre ampleur. Le nom est connu, les circonstances sont partiellement claires. Mais surgit une nouvelle tâche bien plus sérieuse. Établir qui a amené Diego dans cette maison, pourquoi il s'est retrouvé dans cet état et qui en porte la responsabilité. C'est précisément à partir de ce moment que l'enquête passe à un nouveau niveau et mènera pas à pas au nom auquel personne dans la ville n'aurait pu penser. Ainsi commence l'histoire qui changera les représentations sur la proximité du mal avec ceux à qui on fait confiance sans condition. Après que l'identité du garçon eut été établie, les enquêteurs ont fait le pas standard suivant. C'est une procédure routinière mais obligatoire. Envoyer une demande officielle à l'école. Dans de telles demandes, il n'y a rien d'inhabituel. L'administration fournit le dossier personnel de l'élève, les caractéristiques des pédagogues, les informations sur les résultats scolaires, les listes de participation au concours et cercles. À première vue, ce sont des papiers formels secs, mais c'est précisément eux qui donnent la compréhension de ce qu'était la personne avant le moment où son nom s'est retrouvé dans les rapports de police. Dans le dossier de Diego, tout semblait presque exemplaire. Son bulletin des quelques dernières années montrait des notes élevées stables. Dans un dossier séparé étaient conservées des copies de diplômes et certificats, participation aux Olympiades de district en littérature, histoire, quiz. Dans la caractéristique des enseignants, il était noté qu'il était curieux, assimilait rapidement le matériel, posait des questions sur le sujet. Dans les rapports signés par le professeur principal figuraient des phrases comme « participe activement à la vie de la classe »,« discipliné », plein d'initiatives. Même dans les listes d'événements non directement liés aux études, son nom apparaissait plusieurs fois. Concerts scolaires, préparation aux concours municipaux, participation aux actions de bénévolat. Une telle quantité de mentions formait en soi l'impression que devant les enquêteurs se trouvait non pas un adolescent à problème, mais plutôt un élève exemplaire dont étaient fiers et les pédagogues et les parents. Cette image documentaire se confirmait aussi dans les paroles de ceux qui le connaissaient. À l'école, il était caractérisé comme calme, assidu et en même temps très capable. Dans le dossier personnel, rédigé 1 an avant la disparition, il était souligné qu'il se distinguait par l'attention, savait travailler de manière autonome et était capable de prendre des responsabilités. Tous ces traits se composaient en un portrait unique. Un garçon excellent élève, sans signe de problème ou de difficulté. Mais c'est précisément dans cette image idéale que résidait la contradiction. Se posait la question. Si nous avons devant nous un exemple pour ses pairs, alors comment se fait-il que ce soit précisément lui qui se soit retrouvé à l'épicentre d'événements tragiques ? Pourquoi celui qui suivait toutes les règles s'est-il retrouvé dans une situation qui s'est terminée par un appel à la police et aux médecins ? Pour s'approcher de la réponse, les enquêteurs ont commencé à examiner la couche suivante de documents. Ils étudiaient les rapports sur les olympiades scolaires, les concours, les listes des superviseurs et pédagogues qui préparaient les élèves aux compétitions. Et ici, l'attention fut attirée par une régularité. Presque dans tous les cas, quand il s'agissait de victoires ou de places primées, à côté de son nom figurait le nom du même mentor. C'était Julia Simonova, professeure de littérature. Dans les matériaux, à cette étape, sa figure semblait irréprochable. Une personne qui travaille depuis de nombreuses années à l'école, a de l'expérience, soutient les élèves doués. Dans ses obligations figurèrent les cours supplémentaires, la préparation au concours, l'organisation de soirées littéraires. C'était précisément elle qui était cet adulte qui accompagnait Diego pendant toute la période de ses succès actifs. Mais l'enquête ne se limita pas à cela. Pour confirmer qu'il s'agissait effectivement d'un pédagogue respecté, des demandes furent envoyées à l'administration de l'éducation. En réponse arrivèrent des documents sur les récompenses, lettres de remerciement, diplômes pour contribution significative au développement de l'éducation scolaire, mention dans la presse comme l'un des meilleurs enseignants de la ville. Dans le collectif scolaire, elle était appelée stricte, exigeante. Mais c'était précisément grâce à cela que ses élèves montraient de hauts résultats. Ainsi, au deuxième bloc, l'enquête et le spectateur avaient formé une impression claire. Il y a un garçon qui était un élève exemplaire et il y a une mentor qui a joué un rôle important dans ses succès.
Et bien qu'à cette étape l'histoire semblait sûre et calme, c'était précisément ce sentiment de fausse normalité qui deviendrait le point de départ pour le futur tournant de l'enquête. Le premier document officiel avec lequel cette affaire a commencé fut rédigé le même soir. C'est le procès-verbal de disparition. Aucune émotion, aucun détail, seulement des lignes sèches, date, heure, adresse du déclarant, son nom et une phrase courte dans la rubrique « Circonstances » n'est pas rentré de l'école. Pour l'employé de police, c'est une formulation ordinaire. Des dizaines de tels passent par le poste de service chaque semaine. Mais pour la famille, c'est précisément cette feuille de papier qui est devenue le moment où tout ce qui pouvait encore s'expliquer par un retard accidentel s'est transformé en inquiétude officiellement fixée. Ce soir-là, l'atmosphère de la maison était tendue, mais à première vue habituelle. La mère était assise près de la fenêtre. Son regard revenait tout le temps vers l'horloge murale. Les aiguilles bougeaient lentement mais inexorablement, montrant que l'heure fixée était depuis longtemps passée. Elle se levait, regardait par la fenêtre, se rasseyait, prenait le téléphone dans ses mains, repassait dans sa tête les itinéraires habituels par lesquels il rentrait d'ordinaire. Au début, cela ne semblait pas être une raison de panique. Il arrive qu'il s'attarde après les cours, passe chez des amis, reste un peu plus longtemps au club informatique ou s'attarde au cercle. Tout cela s'inscrivait dans le scénario habituel. Mais plus l'attente se prolongeait, plus il devenait évident. Les explications qui semblaient naturelles auparavant ne convenaient plus. Le temps passait. À 8h30, il devint clair qu'il ne viendrait pas à l'heure habituelle. À 9h du soir, l'inquiétude avait grandi au point que personne ne pensait plus aux explications banales. À partir de ce moment, la famille eut ce sentiment qui sera décrit plus tard dans les matériaux de l'affaire comme perte primaire de contrôle. La logique des actions de la mère était standard et prévisible. La première chose qu'elle fit, composer son numéro. D'abord, il y eut de longues sonneries, puis un passage brusque sur le répondeur. Elle raccrocha, essaya encore, et entendit encore la même chose. Pendant 1 heure, elle composa le numéro des dizaines de fois. Chaque nouvelle tentative se terminait par la même chose. Un signal court et la voix sèche de l'enregistrement. L'étape suivante, aussi habituelle. Appel aux connaissances. Elle téléphona aux amis, camarades de classe, voisins. Les réponses étaient identiques. Personne ne l'avait vu après l'école. Aucune rencontre fortuite. Aucune mention de l'endroit où il aurait pu aller. Ici surgit le premier détail qui inquiéta particulièrement fortement. Le téléphone s'éteignit complètement. Si au début il y avait au moins des sonneries, maintenant l'appareil cessait de répondre. C'était le signal que la situation sortait du cadre d'un simple retard. Les connaissances n'avaient pas d'informations, les amis ne savaient rien, le téléphone était indisponible. Le tableau se composait en un puzzle inquiétant qu'il était impossible de décomposer en explications banales. La panique montait à chaque minute. La mère marchait dans l'appartement, regardait dans l'entrée, revenait encore à la fenêtre. Il semblait que d'un moment à l'autre retentirait la sonnette à la porte et il entrerait comme si rien ne s'était passé. Mais la porte restait fermée. Ce silence et ce vide devinrent les témoins les plus lourds de cette nuit. Seulement vers minuit, 4 heures après le moment où il aurait dû rentrer, la famille se décida au pas qui changerait définitivement le statut de la situation. À 23h30, la mère s'adressa officiellement à la police. Ce temps d'attente, détail important. Les gens tirent toujours jusqu'au dernier moment, croyant que tout se résoudra de soi-même. Mais quand les heures sonnèrent minuit, il devint clair. Le retard accidentel s'était depuis longtemps transformé en quelque chose de plus grand. Au poste de service, ils prirent la déclaration, la rédigèrent selon la procédure standard et ouvrirent une affaire de recherche. Maintenant, tout était sorti des limites de l'inquiétude personnelle. Les structures officielles s'incluaient, officiers de service, signalement, avis. À partir de ce moment, le statut était fixé. Ce n'est pas simplement de l'attente et pas une inquiétude domestique.
C'est une enquête officielle dans des circonstances non élucidées. Ainsi, la situation domestique, commencée par l'attente à la fenêtre et les appels sur le portable, se transforma en première étape d'une affaire pénale. L'enquête ne faisait que commencer, et devant s'étendait un long chemin de vérification de chaque version et de chaque fait. Quand l'affaire officielle est déjà ouverte, la police commence toujours par les vérifications qui semblent les plus évidentes. D'abord, les réseaux sociaux. Les opérationnels parcoururent tous les comptes, vérifièrent les dernières correspondances, commentaires et photographies. Et rien de suspect. Il y avait là des publications habituelles, études, rares photographies avec des camarades de classe, quelques messages aux amis sur les affaires scolaires. Aucune allusion à des conflits ou plans secrets. L'étape suivante fut les interrogatoires des camarades de classe. Ils furent convoqués à l'école. On s'entretint avec chacun séparément. Questions standards. Quelqu'un l'avait-il vu après les cours? Avait-il parlé de l'endroit où il comptait aller? Avait-il des problèmes avec quelqu'un? Les réponses coïncidaient. Il était parti chez lui. Rien d'inhabituel. Il se comportait comme d'habitude. Compte tenu du nombre d'interrogés, les enquêteurs comptaient trouver au moins la moindre divergence. Mais tous les témoignages s'avérèrent identiques. Après cela, ils s'adressèrent aux voisins. Quelqu'un dit qu'il avait vu la mère ce soir-là près de l'entrée. Quelqu'un mentionna que dans la maison c'était calme. Mais rien qui aurait pu aider l'affaire ne fut prononcé. Même la vérification des itinéraires d'autobus et des caméras de vidéosurveillance les plus proches ne donna pas de résultat. Les caméras fixaient les passants, le transport, mais le moment nécessaire n'y était pas. Toutes ces étapes prirent plusieurs jours. Et à la fin de la semaine, l'enquête avait déjà la sensation désagréable que la situation se dirigeait vers une impasse. Les vérifications standards n'avaient pas donné d'accroche directe. Dans l'affaire ne restaient donc que des dates et témoignages qui ne poussaient en aucune façon vers la solution. C'est précisément dans de tels moments que les enquêteurs expérimentés reviennent au plus simple, aux paroles déjà dites. Il fut décidé de mener des conversations répétées avec les connaissances les plus proches de Diego. Pratique habituelle. Parfois, à la deuxième ou troisième conversation, les gens se rappellent des détails qui au début semblaient insignifiants. Pendant une telle conversation, un des amis proches de Diego mentionna inopinément ce qui se détacha immédiatement sur le fond des autres témoignages. Il raconta que Diego parlait souvent d'un « ami secret », de quelques personnes qui semblaient communiquer avec lui séparément, en dehors de l'école et de la maison. À ce moment, ce détail sembla étrange. Personne n'en avait parlé auparavant. L'enquêteur précisa. Qui était cet ami? Comment il communiquait? Se rencontrant-ils en réalité? L'ami avoua qu'il ne savait pas, mais il raconta que parfois chez Diego apparaissaient des objets, de petits cadeaux, jouets, livres, friandises. À la question sur qui les offrait, Diego se contentait de faire un geste d'évitement, disait que « c'est de l'ami » et ne nommait pas de nom. Pour l'enquête, cette information s'avéra être une véritable percée. Jusqu'alors, tout ressemblait à une disparition accidentelle sans accroche, et maintenant apparaissait un détail concret. Quelqu'un, que ne connaissaient ni les parents ni les connaissances, était en contact avec lui régulièrement. De plus, le contact était si stable qu'il s'accompagnait même de cadeaux. Les opérationnels fixèrent ce détail comme la première preuve réelle. Dans les matériaux de l'affaire apparut l'enregistrement, mention d'une personne inconnue, désignée comme ami, présence de cadeaux d'origine peu claire. Cela devint le point de départ d'une nouvelle étape de l'enquête. Maintenant, l'enquête avait non simplement des procès-verbaux et formulations sèches, mais la première anomalie à laquelle on peut s'accrocher et la développer plus loin. C'est précisément à partir de ce moment que l'affaire cessa d'être informe. La police eut un vecteur concret, établir qui se cachait derrière l'image de l'ami secret. Quand les enquêteurs approchèrent du moment où il fallait chercher la première accroche sérieuse, ils agirent selon le protocole standard. Dans chaque affaire similaire existent plusieurs versions éprouvées par lesquelles on commence toujours. D'abord, l'attention se porte sur la trace numérique. Cela signifie
vérification de tous les réseaux sociaux, messagerie, correspondance. Pour les opérationnels, il est important de comprendre si Diego avait pu être en contact avec quelqu'un d'étranger par Internet. On vérifie les chats de jeu, les pages dans les réseaux sociaux, les groupes fermés. Cela prend plusieurs jours, parce que la masse d'informations est énorme. Mais ici, tout s'avéra inopinément propre. D'interminables conversations sur les devoirs scolaires, discussions de football, correspondance avec des amis. Aucun adulte suspect, aucune correspondance étrange. Après cela, l'enquête se tourna vers la version standard suivante. La police vérifie les communautés religieuses ou semi-fermées qui parfois attirent les adolescents. Les opérationnels se mettent en rapport avec les organes d'enregistrement, soulèvent les listes de cercles, école du dimanche, organisation de jeunesse. Ils comparent les noms, l'assiduité, les participants. Mais là aussi, rien. Tous les groupes s'avèrent légaux et ouverts. Aucun lien avec la disparition de Diego ne se dessine. La troisième version, criminelle. D'habitude, ce sont des gens avec des condamnations ou se trouvant sous surveillance. Dans de tels cas, les opérationnels obtiennent les listes de ceux qui ont été récemment libérés, qui vivent dans ce quartier et peuvent représenter une menace. Plusieurs adresses sont traitées par la ligne du service de police criminelle. Les employés interrogent les voisins, vérifient les alibis. Mais les résultats sont identiques. Chacune de ces personnes au moment de la disparition avait un emplacement confirmé et de lien avec Diego, on n'en découvrit pas chez eux. 2 semaines partent à ces actions. On vérifie des dizaines de personnes, des centaines de pages de correspondance, on analyse les appels. À un moment se crée la sensation que l'enquête piétine simplement. Toutes les versions possibles ont déjà été vérifiées, mais elles ne donnent pas de résultats. Pour l'enquête, c'est un moment critique. Apparaît le risque que l'affaire commence à patiner et perde son rythme. Alors fut prise la décision de revenir au point le plus évident, l'école. Car c'est précisément là que Diego passait le plus de temps. C'est précisément là qu'on le connaissait le mieux. Les enquêteurs reviennent chez les collègues, chez les enseignants, pour poser des questions supplémentaires. D'abord, les conversations vont habituellement, les collègues racontent son caractère, qu'il était un élève appliqué, participait aux Olympiades, aimait lire. Cela coïncide avec l'information du dossier personnel. Mais dans une des conversations résonna une phrase qui à ce moment ne sembla pas une sensation, mais devint un élément important dans le tableau. Un des pédagogues nota que Julia Simonova accordait à Diego particulièrement beaucoup de temps. Cela ne résonna pas comme un soupçon. Cela sonnait comme un compliment à sa responsabilité pédagogique. Les collègues la considéraient comme une personne prête à s'attarder après les cours, aider à la préparation, peaufiner chaque détail. Mais pour l'enquêteur, un tel détail semblait différent. Il est important de souligner, à cette étape, Simonova n'était toujours pas perçue comme une source possible de menace. Au contraire, sa réputation dans la ville était irréprochable. Elle travaillait depuis de nombreuses années à l'école, avait des récompenses, participait au jury de concours. Les parents lui faisaient confiance. Les élèves gagnaient les Olympiades, et c'est pourquoi aucun statut officiel de suspecte ne lui fut attribué. Néanmoins, le protocole est arrangé strictement. Toute phrase, toute mention est fixée. Et ainsi, son nom se retrouva pour la première fois dans les matériaux de l'affaire. Formellement, elle est encore témoin. Personne ne l'accuse, personne ne construit de version directe. Mais à partir de ce moment, Julia Simonova ne disparaît plus des radars de la police. Ce moment devint décisif. Pour la première fois, l'enquête sortit du cercle des versions abstraites et buta sur une personne concrète. Pour l'instant, ce n'est qu'une observation, qu'une note sur papier. Mais c'est précisément de telles petitesses qui mènent avec le temps au dévoilement. Ainsi, dans l'affaire apparaît la première personne vers laquelle l'enquête décide de revenir encore et encore pour vérifier chaque petitesse. Et plus loin, les événements commencent à se développer déjà autour d'elle. Après que dans les matériaux de l'affaire eut résonné pour la première fois que Simonova accordait à Diego une attention particulière,
l'enquête décida de ne pas laisser cela sans attention. À première vue, cela pouvait sembler un détail habituel, n'ayant pas de signification particulière. Mais pour les opérationnels qui travaillaient déjà plusieurs jours pratiquement dans le vide, cela devint un prétexte d'approfondir et de comprendre ce qui était précisément sous-entendu sous cette attention particulière. La première étape fut d'organiser l'interrogatoire des parents d'autres élèves qui étudiaient chez Simonova. C'étaient précisément les parents qui pouvaient remarquer quelque chose qui restait inaperçu pour les collègues ou l'administration, et très rapidement surgirent des coïncidences. Plusieurs mères et pères dirent la même chose. Leur fils ou fille racontaient que Diego restait souvent après les cours dans la classe. En même temps, toujours avec lui, ne restait que Julia Pavlovna. L'explication formelle était que le garçon se préparait aux Olympiades et concours, et Simonova voulait qu'il montre un résultat maximalement élevé. Pour la plupart des parents, cela semblait tout à fait normal. Ils étaient sûrs que l'enseignante investissait ses forces dans un élève talentueux pour que celui-ci se manifeste. Aucun d'eux ne voyait là rien de suspect. De plus, beaucoup considéraient même que la famille avait de la chance, car leur fils était soutenu par un pédagogue avec une telle expérience et réputation. Mais pour l'enquête, tout ne semblait pas si univoque. D'un côté, effectivement, cela pouvait s'expliquer par le processus d'apprentissage. De l'autre, des rencontres individuelles trop fréquentes que personne ne contrôlait vraiment soulevaient déjà des questions. Les enquêteurs comprenaient. Il fallait chercher la confirmation matérielle qu'entre Simonova et Diego existait un lien sortant du cadre des cours scolaires habituels. Et ici, ils revinrent aux détails qu'avait communiqué le meilleur ami du garçon. Il parlait de quelques amis secrets qui offraient des cadeaux à Diego. Si de tels cadeaux existaient, alors ils devaient être conservés dans sa chambre. Avec l'accord de la famille, les opérationnels menèrent l'inspection. La chambre de Diego ressemblait à celle de n'importe quel adolescent de son âge. Livres, cahiers, quelques jouets. Sur la table des cahiers et stylos éparpillés. Mais les policiers faisaient attention non au désordre général, mais aux objets concrets. Et très vite, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Dans les tiroirs de la table et sur les étagères s'avérèrent être plusieurs objets qui n'appartenaient manifestement pas à la famille. C'étaient des cadeaux, livres neufs, fournitures de bureau, quelques babioles qu'un enfant ne pouvait pas acheter lui-même. La trouvaille clé ne furent pas les objets eux-mêmes, mais le fait qu'à l'intérieur de certains livres se trouvaient des feuilles insérées. Petites notes, pliées en deux. Sur elles, une écriture soignée, lignes lisibles, et chaque feuille contenait une citation d'une œuvre connue. Parfois à cela s'ajoutait un souhait de bonne chance ou une phrase motivante courte. Les textes eux-mêmes étaient inoffensifs, rien de criminel n'y était. Mais l'enquête voyait là le principal. Quelqu'un passait du temps à écrire personnellement ses messages. Pour les parents, cela ressemblait à un geste innocent de soutien, mais pour les opérationnels, comme une trace importante. Car maintenant, dans l'affaire apparaissait une preuve matérielle. Les notes étaient écrites de la main d'une personne adulte et l'écriture pouvait être comparée. Jusqu'à ce moment, tout ne tenait que sur des paroles, récits d'amis, opinions de collègues, souvenirs de parents. Tout cela était des informations indirectes. Et maintenant, sur la table se posaient des objets concrets qu'on pouvait transmettre aux experts. Il est intéressant que le contenu même des notes apportait une certaine confusion. Il n'y avait là ni allusion à des menaces, ni appels étranges. Au contraire, tout semblait extrêmement inoffensif. Simplement des lignes du programme scolaire que chacun pouvait lire dans les manuels. Mais même une forme si innocente devenait partie de la chaîne. Ces feuilles montraient qu'existait une personne qui communiquait avec le garçon non directement, mais à travers de telles surprises. Pour l'enquête, cela devint un moment décisif. Ils eurent pour la première fois un objet réel pour l'analyse, et maintenant la tâche était évidente. Comparer l'écriture trouvée avec les échantillons qu'on pouvait obtenir chez Simonova, car c'était précisément son nom qui avait déjà résonné dans la conversation comme enseignante accordant au garçon trop d'attention.
Ainsi, ce qui commençait comme une simple observation sur son attitude particulière se transformait graduellement en traces concrètes. Maintenant, ce n'était pas simplement une supposition, mais une direction dans laquelle il fallait avancer plus loin. Et c'était précisément ces notes qui devinrent le fondement pour passer à l'expertise qui pouvait confirmer ou réfuter l'implication de Simonova. L'enquête obtint pour la première fois un véritable point d'appui qui pouvait transférer l'affaire à un nouveau niveau. Quand dans l'affaire apparurent les premières preuves réelles et que l'enquête obtint enfin un prétexte d'élargir le cercle des vérifications, vint le moment d'un interrogatoire complet de Julia Simonova. Ce n'était déjà plus ce moment où on s'entretenait avec elle comme avec un témoin ordinaire. Cela ressemblait plutôt à une tentative sérieuse de comprendre si elle pouvait être liée à la disparition de Diego. Le fait même de la convocation au commissariat ne surprit personne. On procède ainsi avec chacun qui aurait pu avoir un contact avec le disparu. Mais pour Simonova elle-même, cela, à en juger par son comportement, était affaire formelle. Dans le bureau, elle entra sans le moindre signe de nervosité. Ni précipitation dans les mouvements, ni tentative de se distraire par des bagatelles, ni gestes habituels pour beaucoup de gens comme cacher les mains ou baisser le regard. Elle se tenait droite, regardait les enquêteurs calmement, répondait sans pause superflue. La voix était assurée, avec l'intonation habituelle d'un pédagogue qui depuis de nombreuses années donne des cours et a l'habitude de tenir l'attention de l'auditoire. Se créait l'impression que devant eux se trouvait une personne qui ne voyait pas de raison de s'inquiéter. Sa première réponse sonnait simplement et prévisiblement. Toute la soirée, elle avait soi-disant passé chez elle. Elle vérifiait les cahiers, préparait les matériaux pour le cours suivant, s'occupait de la routine habituelle. Aucun détail inhabituel, tout dans les limites de l'ordinaire, propre aux gens de sa profession. Pour un auditeur extérieur, cela sonnait maximalement vraisemblable. De plus, son ton créait l'impression qu'elle était elle-même sûre que personne ne mettrait ses paroles en doute. Mais l'enquête avait depuis longtemps développé l'habitude de ne pas faire confiance aux paroles sans confirmation. N'importe quel alibi, même le plus logique, est obligatoirement vérifié. Et pendant que Simonova racontait calmement son travail à domicile, parallèlement, les analystes commençaient à soulever les données techniques. En premier lieu, c'était donc les informations de l'opérateur cellulaire, signaux du téléphone, historique des appels, géolocalisation. De telles données sont objectives et excluent la possibilité de manipulation de la part du suspect lui-même. C'est précisément ici qu'eut lieu le moment décisif. Selon les journaux de la compagnie cellulaire, il résultait que son téléphone cette nuit-là se trouvait nullement près de sa maison. De plus, les déplacements de l'appareil indiquaient qu'elle était sortie dans une autre partie de la ville. Les coordonnées étaient fixées par plusieurs stations de base simultanément, ce qui excluait complètement la variante d'erreur technique. Ces données étaient précises et univoques. Son alibi ne coïncidait pas avec la réalité. Pour les enquêteurs, ce fut la première contradiction sérieuse dans l'affaire. Jusqu'à ce moment, Simonova semblait irréprochable. Pédagogue respecté, dizaines de remerciements, réputation de mentor strict et juste. Mais maintenant, la situation changea. En parole, elle affirmait une chose, et la technique montrait quelque chose de complètement différent. Dans de semblables cas, la conclusion se fait rapidement. Si une personne cache des détails, alors il y a quelque chose à cacher. Dans le procès verbal apparut un enregistrement court. L'alibi ne s'est pas confirmé. La phrase sonne sèchement, mais pour l'enquête, elle avait une signification colossale. Cet enregistrement changeait tout le contexte de l'interrogatoire. Simonova figurait encore dans l'affaire comme témoin, mais ses paroles cessaient d'être fiables. De plus, les enquêteurs commençaient à la considérer comme une figure qu'il fallait observer particulièrement attentivement. Et bien que formellement son statut restait le même, à l'intérieur du groupe d'enquête, l'attitude envers elle changea cardinalement. Maintenant, ce n'était pas simplement un pédagogue respecté avec un bon nom, mais une personne prise en flagrant délit d'avoir consciemment induit la police en erreur. C'est précisément à partir de ce moment qu'elle cessa d'être un arrière-plan et devint la figure clé autour de laquelle commencèrent à se construire de nouvelles versions. L'interrogatoire, conçu comme une conversation formelle,
se transforma en étape après laquelle l'enquête partit dans une nouvelle direction. À l'ordre du jour était l'analyse de son cercle de relations, voyages, habitudes personnelles et détails financiers. Tout cela devait donner la réponse pourquoi elle avait décidé de cacher ses actions réelles, ce soir-là. Et ce pas ouvrit un nouveau chapitre dans l'enquête où Simonova figurait pour la première fois non comme témoin, mais comme participant potentiel des événements. L'histoire avec les notes restait une des parties les plus ambiguës de l'affaire. À première vue, des bouts de papier ordinaires avec des citations de classiques, lignes de poèmes et courtes instructions qu'on pouvait facilement attribuer à l'habitude d'un pédagogue de motiver ses élèves. Mais c'était précisément ces feuilles qui devinrent cet élément auquel l'enquête décida de s'accrocher, car elles pouvaient devenir un fil direct entre la disparition de Diego et une personne concrète. Les papiers furent immédiatement saisis et envoyés à l'expertise, comprenant que même de petites coïncidences sont capables de bouleverser le cours de toute l'affaire. Le travail du graphologue, ce n'est pas un processus rapide. Le spécialiste doit examiner chaque détail, inclinaison des lettres, éléments répétitifs dans l'écriture, longueur des traits, force de la pression, coupure dans les lignes. Cela rappelle un travail de bijoutier. Là où une personne ordinaire voit simplement des lettres, l'expert trouve des régularités qui trahissent la personnalité de l'auteur. Au laboratoire, les notes étaient étalées sous les lampes. On faisait des prises agrandies. On les comparait avec les échantillons d'écriture pris chez Julia Simonova. Avec chaque vérification, la confiance des spécialistes grandissait. Quand la conclusion fut enfin prête, dans les mains des enquêteurs tomba un document important. Dans le rapport figurait noir sur blanc la coïncidence de l'écriture entre les notes trouvées et les échantillons de Simonova était évaluée comme haute probabilité. Pour l'enquête, c'était un moment décisif. Maintenant, les soupçons à son égard s'appuyaient sur l'opinion officielle d'un expert. Ce n'étaient plus des paroles de collègues ou des rumeurs de parents. C'était un résultat fixé. Cependant, il faut comprendre que même une telle formulation ne signifie pas reconnaissance automatique de culpabilité. Haute probabilité, c'est un argument fort, mais encore indirect. Les juristes savent bien, la défense peut contester de semblables conclusions en se référant à la subjectivité de l'analyse, possibilité d'imitation de l'écriture ou erreur banale. C'est pourquoi les enquêteurs comprenaient, se réjouir était encore tôt. Mais ignorer une telle preuve, ils ne pouvaient pas non plus. En ensemble avec d'autres circonstances, cette découverte devint critiquement importante. Maintenant, l'enquête avait non seulement une version construite sur des rumeurs et suppositions, mais aussi un document d'expert qu'on pouvait mettre à la base d'une requête. Cela donnait le droit moral et la possibilité juridique d'avancer plus loin. Personne ne voulait s'arrêter à mi-chemin. Il était clair que c'est précisément maintenant qu'il fallait aller jusqu'au bout. L'enquêteur rassembla le groupe de travail et au commissariat commença la préparation du paquet de documents. Dans la requête, on énuméra soigneusement tous les détails. Son faux alibi, étrange retard avec Diego après les cours, cadeau trouvé, notes, et maintenant, conclusion du graphologue. Tout cela formait un système d'arguments cohérents. Les documents furent envoyés pour examen au tribunal. Le processus ne traîna pas. Le juge, après avoir pris connaissance des matériaux, reconnut que les fondements pour des actions ultérieures étaient suffisamment solides. Un mandat de perquisition de la maison de Simonova fut signé. Et ce moment devint tournant. L'enquête obtint pour la première fois le droit de pénétrer dans son espace personnel officiellement et sans limitation. Maintenant, chaque détail dans sa maison pouvait devenir une preuve décisive. C'est précisément à partir de ce pas que l'histoire passa dans une phase complètement différente. Des suppositions et allusions indirectes, l'enquête se dirigea vers des actions directes qui devaient soit confirmer définitivement sa participation, soit donner la possibilité de la rayer de la liste des suspects. La perquisition dans la maison de Julia Simonova commença encore dans l'obscurité. Le groupe d'enquête arriva dans son appartement accompagné de témoins et entreprit immédiatement le travail. L'inspection allait méthodiquement. On vérifiait les armoires, étagères à livres, tiroirs, débarras, balcons.
chaque objet était fixé au procès-verbal. À première vue, l'appartement ressemblait au logement typique d'une femme de son âge. Rien qui éveille les soupçons. Il semblait qu'ici vivait une personne ordinaire, occupée par son travail et affaires domestiques. Mais plus la perquisition durait, plus il devenait évident. Aucune preuve directe de la présence de Diego dans cet appartement n'existait. On ne trouva ni ses vêtements, ni objets personnels, ni notes qui auraient pu le lier directement à cet espace. Cela créait chez certains participants du groupe la sensation que les efforts pouvaient s'avérer vains. Même les enquêteurs eux-mêmes, à un moment, commencèrent à noter que la maison semblait propre et irréprochable. Néanmoins, l'expérience leur soufflait qu'il fallait tout vérifier jusqu'au bout. Et c'est précisément grâce à cette scrupulosité qu'on réussit à sortir sur la première trace importante. Dans la chambre, parmi une pile de cahiers soigneusement pliés, furent découverts des journaux. À vue, c'étaient des notes pédagogiques habituelles, plans de cours, remarques sur les livres, citations de littérature artistique. Mais lors de l'examen attentif, attirèrent l'œil des feuilles séparées. Sur elles étaient écrites des phrases courtes, presque aphoristiques. Elles semblèrent étrangement familières. Les employés se rappelèrent immédiatement les notes trouvées plus tôt dans la chambre de Diego. Leur contenu coïncidait par le style, par l'intonation, par la sélection des mots. C'étaient des textes presque identiques. Ainsi, les enquêteurs obtinrent non une preuve directe, mais une chose de nature bien plus précieuse, un maillon de liaison. Les brouillons dans sa maison expliquaient l'origine des notes trouvées chez le garçon. C'était une coïncidence trop forte pour faire un geste d'évitement. Outre les journaux furent saisis aussi la technique. Ordinateur domestique, plusieurs clés USB, vieux portables, tout cela fut envoyé à l'expertise. Selon le règlement, les spécialistes devaient étudier non seulement les documents et correspondances, mais aussi les fichiers temporaires, brouillons, enregistrements cachés. La technique moderne permettait de restaurer même les matériaux supprimés, ce qui signifie que chaque ligne écrite sur son clavier pouvait devenir preuve. L'analyse ultérieure fut menée par des experts dans le domaine de la psycholinguistique. Leur tâche consistait non simplement à confirmer l'écriture, cela les graphologues l'avaient déjà fait, établissant une haute probabilité de coïncidence. Ici, il s'agissait du contenu, du style, du sous-texte. Les spécialistes lisaient attentivement chaque phrase, faisaient attention aux répétitions, à la structure des propositions, aux erreurs caractéristiques. Tout cela permettait de composer un portrait psychologique de l'auteur. La conclusion s'avéra éloquente. L'expert nota des signes d'obsession. Répétition constante de pensée, aspiration à souligner un lien particulier avec le destinataire, désir de contrôler son comportement. Les textes portaient le caractère d'obsession. En même temps, il n'y avait pas d'expression grossière ou de menace directe. Tout semblait cultivé, même raffiné. Citation de classiques, tournure littéraire. Mais derrière cette coquille extérieure transparaissait le besoin de retenir une personne près de soi par tous les moyens. C'est précisément cela qui devint la clé de la compréhension du motif. Maintenant, l'enquête avait un ensemble complexe de preuves. Premièrement, l'alibi que Simonova avait présenté lors de l'interrogatoire ne se confirmait pas. Son téléphone se trouvait dans un autre endroit. Deuxièmement, l'expertise de l'écriture établit la coïncidence avec les notes. Troisièmement, dans sa maison furent trouvés des brouillons de ces mêmes textes. Quatrièmement, l'analyse psycholinguistique révéla un motif indiquant un attachement personnel et désir de contrôle. L'ensemble de ces données donna la possibilité de changer formellement son statut. Jusqu'à ce moment, elle figurait comme témoin et pouvait s'en référer à un malentendu. Maintenant, il ne restait plus de fondement pour les doutes. Dans l'affaire apparut l'enregistrement. Statut changé en suspecte. Cette décision n'était pas simplement une formalité. Elle signifiait que désormais chacun de ses pas serait examiné à travers le prisme de la culpabilité et que l'enquête passait dans une phase plus dure.
Julia Simonova cessa d'être une participante extérieure de l'histoire. Maintenant, elle devenait officiellement la figure centrale de l'enquête, la personne contre qui se rassemblait la base de preuves. C'est précisément à partir de ce moment que l'affaire acquit une nouvelle ampleur. De détails épars se composait un tableau indiquant une personne concrète. Et cette transition prépara le terrain pour l'étape suivante. Confrontation directe avec l'accusation, où chaque nouvelle preuve soit renforcerait, soit détruirait définitivement sa défense. Quand les enquêteurs entreprirent l'analyse soigneuse de la technique saisie, ils comptaient y trouver quelque chose de plus concret. Photographie, documents, peut-être correspondance qui pourrait éclairer les motifs. Dans les premières heures, rien de suspect ne fut découvert. Mais quelques jours plus tard, de vérification de routine, les employés de la cyberpolice attirèrent l'attention sur une chaîne de lettres conservée dans le dossier avec la poste d'archives. Ces messages se détachaient immédiatement. Le style de communication était tendu, émotionnel, et ce qui était le plus important, ils étaient adressés non à une personne fortuite, mais à un homme avec qui Simonova maintenait un contact régulier. Dans une des lettres, elle écrit que la situation avec un élève sort de contrôle. Dans une autre, qu'il lui faut appliquer des méthodes pour le tenir dans les cadres nécessaires. Pour une personne extérieure, cela semblait ambigu. On pouvait penser qu'il s'agissait de difficultés pédagogiques habituelles, mais sur le fond de la disparition de Diego, de telles formulations semblaient menaçantes. L'enquête se méfia. C'est précisément à ce moment que dans les matériaux de l'affaire apparut une nouvelle version. Simonova aurait pu agir non seule. S'il y avait un complice à côté, cela expliquerait beaucoup de lacunes dans son comportement et d'incohérences dans les témoignages. Par exemple, le fait que son téléphone était fixé dans un endroit et les actions supposément liées à la disparition de Diego se passaient dans un autre. La version avec un assistant semblait non seulement vraisemblable, mais aussi très dangereuse. Cela pouvait signifier que dans l'affaire étaient mêlées à la fois plusieurs personnes adultes. La police établit opérativement l'identité de l'homme de la correspondance. Il s'avéra être un collègue, professeur d'une école voisine. Selon ses obligations, il croisait souvent Simonova aux réunions méthodiques et conférences. À première vue, cela expliquait la communication amicale et de travail. Mais les lettres suspectes ne permettaient pas de se limiter seulement à une vérification superficielle. Il fut convoqué pour un interrogatoire. Ce jour-là, il vint à la direction sans résistance. Il se comportait calmement, parlait posément, et ce qui frappait ne manifestait aucune nervosité. Il expliqua qu'il discutait dans les lettres nullement de Diego, mais d'un tout autre adolescent, son élève qui lui créait beaucoup de problèmes de caractère disciplinaire. Pour appuyer ses paroles, il fournit des rapports scolaires, caractéristiques et correspondances avec les parents de cet adolescent. Tous les documents étaient datés de la même époque que les lettres avec Simonova. Les enquêteurs vérifièrent chaque petitesse. Il était important de ne pas manquer même le moindre détail qui pourrait indiquer sa participation. Son emploi du temps coïncidait avec le temps indiqué dans les documents et les appels de son téléphone confirmaient qu'il se trouvait effectivement au travail ou chez lui dans les heures où se passaient les événements clés. De plus, les voisins et collègues confirmèrent sa présence. Pour enlever définitivement les doutes, les spécialistes menèrent une expertise technique de la correspondance. On établit. Les messages de sa part ne contenaient pas de code caché ou allusion. Tout ressemblait exactement à ce qu'il décrivait lors de l'interrogatoire. Plainte de travail, discussion de méthodique et échange d'expériences. Après plusieurs jours de vérification, il devint clair. La version de sa participation ne résistait à aucune critique. Mais le plus douloureux consistait en autre chose. Pendant que l'enquête s'occupait de cette ligne, pendant qu'elle rassemblait des certificats et construisait des cadres temporels, le temps passait. Chaque nouvelle heure d'attente renforçait le désespoir de la famille et la police restait encore sans réponse à la question principale. Où était Diego ? Cette erreur non seulement enleva des forces, mais aussi pesait psychologiquement sur les enquêteurs. Dans les matériaux de l'affaire apparut une conclusion officielle. La participation de la personne indiquée dans l'incident n'est pas confirmée. Les employés furent contraints de reconnaître « C'est une fausse piste.
L'homme est exclu de la liste des vérifiés. Toute l'attention se concentra de nouveau sur Julia Simonova. Maintenant, sa figure devenait centrale. Contrairement aux autres versions qui se coupaient graduellement, c'était précisément elle qui continuait à rester à l'épicentre de toutes les contradictions. Et son comportement semblait de plus en plus non fortuit. Cet épisode montra clairement aux spectateurs tout le prix des erreurs dans une enquête réelle. Les faux tournants, partis de n'importe quel travail de police. Mais même à travers les impasses et pertes de temps, l'enquête revient tout de même là où convergent toutes les traces. Et dans cette histoire, tous les fils menaient inexorablement de retour vers une femme qui, pendant de longues années, savait faire impression d'enseignante irréprochable, mais maintenant, pas à pas, se retrouvait au centre des soupçons. Quand l'enquête avait déjà en main les premières preuves sérieuses, écriture, notes, brouillons, alibi non confirmé, tout cela se composait en un tableau convaincant. Mais les enquêteurs expérimentés comprenaient, pour une accusation complète, cela ne suffisait pas. Il était important non seulement de montrer le lien de la suspecte avec l'affaire courante, mais aussi de comprendre si son comportement était un hasard, ou bien c'était le résultat d'un modèle systémique de plusieurs années. C'est précisément pourquoi fut prise la décision d'élargir l'enquête et de soulever les documents qui, à première vue, pouvaient sembler secondaires. Dans la demande entrèrent toutes les archives scolaires relatives au travail de Julia Simonova pendant plus de 2 dizaines d'années. Ce n'est pas un processus rapide. Imaginez-vous des centaines de dossiers, lourds, poussiéreux, avec des couvertures décolorées, ayant reposé dans l'archive pendant des années. Là se trouvaient des caractéristiques, rapports pédagogiques, procès-verbaux de séance, journaux de contrôle de réussite, plaintes de parents, listes de récompenses. Dans chacun d'eux, il fallait regarder, parce que n'importe quel petit document pouvait s'avérer le maillon manquant. Les enquêteurs comprenaient, si dans le passé au moins une fois quelqu'un avait déjà fixé son comportement inhabituel, cela deviendrait une brique importante dans la construction de la version générale. Le travail allait lentement. Jour après jour, les assistants de l'enquêteur feuilletaient ces matériaux. Dans les premiers dossiers, rien de suspect ne se trouvait. Il y avait tout ce qu'on s'attendait à voir. Remerciements pour la préparation d'écoliers aux Olympiades, procès-verbaux où était notée sa capacité d'organiser la discipline, caractéristiques de service dans lesquelles d'une voix on parlait de sa responsabilité et application au travail. Tout cela ressemblait à une confirmation de sa réputation irréprochable. Et si la fouille dans l'archive s'était terminée à cette étape, alors Simonova aurait semblé presque un modèle de pédagogue. Mais quelques jours plus tard, la situation changea. Dans un des dossiers, daté du début des années 2010, tomba sous les yeux un document qui se détachait nettement sur le fond des autres. C'était une plainte d'un parent d'élève. Le texte était écrit sèchement, sans émotion, mais son essence frappait en plein. Il y était question du fait que le professeur accordait une attention excessive à un élève concret. La formulation « attention obsessionnelle » semblait un moyen diplomatique de décrire une situation qui sortait manifestement du cadre du souci pédagogique habituel. Ce document devint pour les enquêteurs un moment tournant. Il montra que de semblables soupçons surgissaient non pour la première fois. De plus, la structure même de la plainte répétait presque en miroir la situation courante. Retards après les cours, conversations séparées sans présence des parents, invitations à des cours supplémentaires. Tout cela était écrit dans le document 10 ans avant la disparition de Diego. La vérification ultérieure montra. Alors l'affaire n'avait pas reçu de développement. Dans l'archive se trouvait la résolution du directeur d'école. Il n'y a pas de fondement pour des mesures disciplinaires. C'est-à-dire la direction avait peut-être décidé de ne pas gâter la réputation aux pédagogues qui à ce moment avaient déjà du poids dans la ville. Peut-être avait aussi joué la reconnaissance des parents d'autres élèves, car ces classes montraient stablement de hauts résultats. Mais le résultat fut un. Le signal d'alarme fut ignoré, Simonova continua à travailler, et la situation fut étouffée. Maintenant l'enquête voyait cela autrement. De leur point de vue, la plainte trouvée, ce n'est pas un incident séparé, mais la confirmation d'un modèle comportemental stable.
Pour la première fois, ils euraient la possibilité d'examiner ces actions non comme un échec soudain ou hasard, mais comme la continuation d'un modèle habituel qu'elles démontraient pendant des années. Il est important de noter aussi que dans la plainte, on parlait précisément de ce trait qui avait surgi dans l'enquête courante. Obsession d'un élève concret, refus de le laisser sortir du champ de son influence, besoin de le tenir près de soi. Cette trouvaille permit à l'enquête de faire une conclusion importante. La tragédie qui s'était produite ne surgit pas sur un terrain vide. Elle fut le résultat d'un ignorement de plusieurs années de signaux d'alarme. Et si alors, il y a 10 ans, la direction de l'école avait donné cours à l'affaire, peut-être l'histoire serait-elle allée par un autre chemin. Dans le procès-verbal final, l'enquêteur nota séparément « révéler un document fixant un comportement analogue de la suspecte dans le passé ». Pour l'affaire, cela avait une signification clé. Maintenant, toutes les preuves, alibi non confirmé, notes, écriture, analyse psychologique de ces textes et ce document d'archives se composaient en une ligne. Elle ne ressemblait plus à un pédagogue respecté fortuitement retrouvé au centre de l'enquête. Au contraire, son image commençait à acquérir les contours d'une personne répétant systématiquement le même comportement qui cette fois mena à des conséquences tragiques. Ainsi, pour l'enquête, arriva une nouvelle étape. Si plus tôt Simonova était perçue comme témoin, puis comme figure éveillant les soupçons, maintenant les enquêteurs eurent la confiance. Devant eux, une personne avec un passé confirmant le modèle d'obsession et de contrôle. Cela fixa leur théorie et permit de passer définitivement à la phase suivante de l'enquête, où il fallait vérifier jusqu'où elle était prête à aller pour son idée obsessionnelle. Quand l'enquête avait suffisamment de preuves en main, mais manquait de ce moment décisif même, apparut un appel qui changea le cours de l'enquête. Appela un homme vivant dans une maison voisine. Il hésita longtemps, n'était pas sûr s'il fallait généralement s'immiscer, mais se décida tout de même. Ses paroles forcèrent immédiatement les enquêteurs à se méfier. Il affirmait que le jour de la disparition, il avait vu Diego monter dans la voiture de Julia Simonova. Ce souvenir s'avéra trop concret pour l'ignorer. L'homme décrivit en détail les circonstances. Soir, cour, lumière des phares. D'abord, il n'attacha pas d'importance à cet épisode. Tout semblait quotidien, car il s'agissait d'un pédagogue à qui faisaient confiance des dizaines de parents. Mais après les nouvelles sur la disparition, l'image dans sa tête acquit une nouvelle signification, et se taire il ne pouvait plus. Ces témoignages devinrent un moment décisif. Jusqu'alors, tout se construisait sur des preuves indirectes. Écriture, portrait psychologique, comportement suspect. Mais maintenant, il s'agissait d'une personne vivante qui avait vu de ses yeux. Et pourtant, l'expérience soufflait aux enquêteurs. Se fier seulement aux paroles ne le fallait pas. La mémoire humaine n'est pas fiable. Il est facile de la déformer par le temps ou le stress. Pour fixer le témoignage, il fallait une confirmation technique. Commença un énorme travail. Les opérationnels contournèrent méthodiquement tous les établissements des environs. Magasins, petits bureaux, maisons particulières avec caméras au-dessus des portails, même station-service à la sortie du quartier. Une partie des appareils s'avéra en panne, une partie gardait les enregistrements seulement quelques jours, mais ils vérifiaient chaque petitesse, visionnaient des heures de flux vidéo, rembobinaient encore et encore. Le travail allait difficilement. Qualité des enregistrements basse, angle de prise souvent incommode. Mais la persistance apporta un résultat. Sur une des caméras établies chez un magasin d'alimentation dans le quartier de la maison de Simonova, on réussit à fixer le moment qui coïncidait avec les paroles du voisin. La qualité de l'enregistrement était loin de l'idéal. Images granuleuses, éclairage mauvais. Mais l'essentiel était visible. La voiture enregistrée au nom de Simonova tomba dans l'objectif. Dans le cadre se distinguait nettement sa forme de carrosserie et son numéro. Et sur le siège passager, une silhouette qui par la taille et les vêtements correspondait à Diego. Même malgré les distorsions, il ne restait presque pas de doute. Maintenant,
l'enquête eut ce qui s'appelle l'étalon d'or, témoignage d'un témoin plus confirmation vidéo objective. Avec ces matériaux, les enquêteurs passèrent à l'étape suivante, l'interrogatoire. Simonova fut invitée dans le bureau et l'atmosphère devint immédiatement différente. Cette fois, ce n'était pas simplement une communication formelle, mais une confrontation sérieuse. Sur la table devant elle, on posa successivement les preuves, d'abord les imprimes d'appel qui réfutaient son alibi, puis les brouillons de notes trouvés chez elle, conclusion du graphologue, portrait psychologique. Et à la fin, témoignage du voisin est enregistrement vidéo. Chaque nouvelle preuve devenait un argument lourd. Sa réaction surprit même les enquêteurs expérimentés. Simonova n'essaya pas de se justifier, ne commença pas à discuter. Elle était assise droite, tenant le bord de la table avec des doigts serrés. Son regard était dirigé quelque part dans le vide. Elle clignait presque pas des yeux. Quand on lui montra l'enregistrement vidéo, en faisant une pause pour donner le temps d'examiner les détails, dans la pièce s'établit le silence. Personne ne prononça un mot. Mais même alors, elle ne donna pas de commentaire. Ce silence devint le symbole de l'interrogatoire. Ce n'était pas une reconnaissance de culpabilité, mais c'était un refus de lutter avec des paroles. Pour les enquêteurs, cela signifiait une chose. La défense s'écroulait. Ils avaient et avaient déjà tout ce qu'il fallait pour fixer la position d'accusation. La base juridique est rassemblée, les preuves sont confirmées, les témoignages et la technique convergèrent en une ligne. À cette étape, l'enquête passa à un nouveau stade. Maintenant, l'affaire cessa d'être un ensemble de faits épars. Tout se composait en un tableau complet qu'on pouvait présenter au tribunal. Les enquêteurs ne cherchaient plus de confirmation de sa participation. Ils se préparaient à mener l'affaire jusqu'au bout. Le silence de Simonova devint la dernière facette. Maintenant, elle n'était plus simplement suspecte, mais objet principal d'accusation, et le processus entra officiellement dans la phase décisive. Quand l'enquête approche du point où les preuves directes deviennent trop peu, les enquêteurs font ce qu'ils savent faire le mieux, revenir aux vieux matériaux, regardant longuement et attentivement chaque fragment que tout le commissariat a déjà vu des dizaines de fois. Ainsi se passa aussi ici. Il semblerait qu'ils avaient déjà tout. Témoignage d'un témoin qui affirmait avoir vu Diego près de la voiture de Simonova et enregistrement vidéo de la caméra chez le magasin d'alimentation. Mais cela restait tout de même un ensemble indirect de données. Et dans une affaire d'une telle ampleur, les coïncidences indirectes ne suffisent pas. Il fallait un détail auquel on peut s'accrocher. Une chose ne se prétend à aucune interprétation. L'enregistrement vidéo fut envoyé au centre expert criminalistique. Là travaillaient des spécialistes qui non seulement visionnent les cadres, mais utilisent un logiciel complexe. Filtre pour enlever le bruit numérique, instrument pour la stabilisation de l'image, programme pour la reconstruction image par image. Ils passaient toutes des heures sur cet enregistrement, étudiant littéralement chaque seconde, cherchant ce qui avait échappé aux yeux des opérationnels dans les premiers jours. Ce travail est lourd et minutieux. Le résultat n'est pas garanti, et souvent après des jours d'analyse, il s'avère que rien de nouveau n'a été trouvé tout de même. Mais c'est précisément grâce à cette routine qu'on réussit à tirer de l'ombre des traits à peine visibles. Ainsi fut aussi cette fois. Un des experts remarqua dans le cadre un éclat étrange sur la carrosserie de l'automobile. D'abord, on pensa que c'était simplement un reflet de lanterne ou défaut de caméra. Mais quand l'image fut agrandie et plusieurs fois passée à travers les filtres de stabilisation, il devint clair. Ce n'était nullement un défaut. Sur la surface métallique se distinguait nettement un petit autocollant. Il était minuscule, faiblement visible sous la lumière de rue, mais sous l'angle correct, le logo se manifestait distinctement. Cette découverte changea immédiatement le ton de l'enquête. L'autocollant s'avéra être non un collant fortuit du magasin, mais un symbole. À l'examen rapproché, il devint clair. C'est le signe d'une compagnie locale qui s'occupait de services de complexes résidentiels fermés et territoires d'entrepôt. De tels autocollants ne se collaient pas sur toutes les voitures d'affilée.
Ils étaient quant à quelque chose comme un laissez-passer permettant d'entrer sur les objets gardés, c'est-à-dire ce n'était pas simplement un dessin, mais un identificateur spécifique. L'enquête fit une demande officielle à cette compagnie. La réponse arriva rapidement. Simonova figurait effectivement dans leur base. Son nom figurait dans la liste des propriétaires d'un des objets situés en dehors de la ville. C'était une petite construction en périphérie du village voisin, enregistrée à son nom, mais pour quelques raisons nullement mentionnées ni dans ses conversations avec les enquêteurs, ni dans les documents qui étaient fournis plus tôt dans le cadre de l'affaire. Voici où toutes les pièces du puzzle commencèrent à se composer. Pour s'assurer définitivement, les opérationnels superposèrent l'information de la base aux données de connexion téléphonique. Et la coïncidence s'avéra complète. Précisément dans les jours de disparition de Diego, son téléphone se fixait plusieurs fois dans le rayon de cette propriété même. Dans les cartes de déplacement, il n'y avait aucune logique, sauf une. Elle y allait consciemment. Pour l'enquête, cela devint une véritable percée. Pour la première fois, ils eurent un endroit qui liait directement la suspecte à la disparition. De plus, non hypothétique, mais tout à fait réel, confirmé simultanément par l'enregistrement vidéo, logo de la compagnie et données officielles de facturation. Aucun avocat n'aurait pu appeler cela une coïncidence fortuite. Le ton au commissariat changea instantanément. Si plus tôt les preuves semblaient vacillantes et laissèrent de la place pour la manœuvre, maintenant il s'agissait d'un endroit concret où on pouvait se rendre. L'enquêteur signa les papiers, le groupe opérationnel commença à se préparer. Ils vérifièrent l'itinéraire, réfléchirent au plan d'action, précisèrent les détails de sortie. De semblables moments s'accompagnent toujours d'un sentiment lourd d'attente. Derrière la porte de la maison peut s'avérer n'importe quoi, et c'est précisément là que menait maintenant tout le chemin de l'enquête. L'ordre fut donné clairement et univoquement. Le groupe opérationnel devait immédiatement sortir à l'adresse. À partir de ce moment, l'histoire cessait d'être théorique. Toutes les preuves et suppositions menaient précisément à ce point. Et il ne restait qu'à vérifier ce qui se cachait derrière les murs de cette construction même que Simonova avait si longtemps tenue secrète. Maintenant, ce n'était pas affaire de supposition, mais question de temps. Le groupe opérationnel se dirigeait vers la maison silencieusement, sans conversation superflue. La voiture serpentait sur la route étroite où l'asphalte s'était depuis longtemps fissuré, et sur les bords surplombaient des buissons et arbres secs. La lumière lunaire perçait à peine à travers les branches, et cela ne faisait que renforcer la sensation qu'ils allaient non simplement vers une vieille maison, mais au fond de quelques secrets qu'on cachait trop longtemps. Chaque pas de l'enquête les menait précisément ici, et tous à l'intérieur avec le pressentiment que la sortie d'aujourd'hui deviendrait décisive. Quand ils s'arrêtèrent, devant les yeux grandit la silhouette de la construction. La maison ressemblait comme si le temps avait été particulièrement cruel avec elle. Enduit écaillé, volets de travers, toit affaissé. Mais dans cet aspect vétuste, il y avait quelque chose de non naturel. Fenêtres trop densément fermées, traces trop soignées autour de la porte, comme si quelqu'un apparaissait tout de même ici. Les opérationnels comprenaient, l'impression extérieure peut être trompeuse, et c'est précisément de tels endroits qui cachent le plus souvent le plus terrible. En s'approchant de la porte, ils s'assurèrent, fermés. Ni sonnette, ni coup prudent ne changèrent le silence. À l'intérieur, on n'entendait ni bruissement. Le chef du groupe fit seulement un signe de tête. Plus loin, tout se passa de manière rodée. Un coup de bélier et la porte grinça en s'ouvrant, laissant sortir dehors l'odeur d'humidité et de stagnation. Les torches percèrent l'obscurité. Les rayons courèrent sur les murs, s'arrêtant sur les vieux meubles couverts de draps, sur les toiles d'araignées dans les coins, sur l'enduit répandu sur le sol. La fouille commença. Ils avançaient en chaîne. Couloir, cuisine, salon. Tout ressemblait comme si les maîtres étaient partis il y a de nombreuses années et ne revinrent jamais. Mais c'était précisément cet abandon artificiel qui méfiait. Dans une des armoires gisaient des produits relativement frais. Sur la table se dressait une bouteille d'eau dont la date de péremption n'était pas encore passée.
Cela signifiait que quelqu'un entrait ici tout récemment. Les opérationnels vérifiaient méthodiquement les pièces. Et voici au fond extrême du couloir, derrière une porte lourde, un 2 s'arrêta. La serrure était neuve, ne correspondait pas à l'aspect général de la maison. En cette seconde, la tension devint presque palpable. La serrure fut coupée, la porte ouverte, et ce qu'ils virent bouleversa tout le tableau. Sur un lit improvisé était assis Diego, épuisé, effrayé, mais vivant. Cette trouvaille devint le moment de vérité. Ces jours quand les parents ne savaient pas s'ils rentreraient chez lui, quand la police cherchait au moins la moindre accroche, quand toute l'enquête pendait à un fil mince, tout cela acquit maintenant un sens. Contrairement aux craintes, Diego fut sauvé. Pour les opérationnels, ce fut un moment rare de soulagement. Ils entrèrent dans la maison avec l'attente du pire et trouvèrent ce pourquoi ils luttaient. Mais restait une autre question. Simonova, quand elle fut amenée à l'interrogatoire et qu'on lui communiqua la nouvelle, sa réaction déconcerta les enquêteurs. Ni panique, ni tentative de se justifier, ni même soulagement. Elle était assise immobile, comme à l'écart de ce qui se passait, et il semblait que ce qu'elle entendait ne la concernait pas. L'enquêteur posait sur la table une preuve après l'autre. Données de facturation, témoignages de témoins, enregistrements de caméras. Avec chaque nouveau document, sa position devait s'effondrer, mais elle se taisait. Le silence se tirait douloureusement longtemps. Et soudain, complètement inopinément, elle sortit de son sac un carnet. Cahier épais dans une couverture sombre, usé au pli. Elle le posa sur la table et, sans dire un mot, le poussa vers l'enquêteur. Ce geste ressemblait à une reconnaissance, mais sous une autre forme. Non par la bouche, mais par les pages. L'enquêteur l'ouvrit. L'écriture était reconnaissable, tranchante, parfois nerveuse. Les lignes allaient une après l'autre sans intervalle, comme un flux de pensées qu'elle ne pouvait arrêter. Dans ces notes, il n'y avait pas de faits secs. Il y avait des raisonnements, notes personnelles, aveux à soi-même. Elle écrivait que le monde était cruel, qu'il était capable de détruire la vie de n'importe qui, que parfois le seul moyen de conserver, c'est de prendre sous son aile. Dans sa logique, il n'y avait pas de cruauté sous forme directe, mais chaque mot trahissait l'obsession, désir de contrôler. Pour l'enquête, ce fut plus qu'une pièce à conviction. Ces pages répondaient à la question principale. Pourquoi ? Maintenant, il était clair que ces actes n'étaient pas un échec accidentel. C'était un plan conscient, appuyé par des convictions intérieures, écrites de sa propre main. Ainsi, l'enquête obtint non seulement des preuves, mais aussi sa confession psychologique. Juridiquement, elle pouvait encore se taire, mais moralement, elle avait déjà avoué. Et c'est précisément cela qui devint le pont vers l'étape suivante, le tribunal où tout devait se décider définitivement. Quand l'enquête approcha de l'étape finale, arriva le moment que s'efforce d'éviter tous les suspects. L'expérience d'enquête, c'est ce stade où on ne peut plus se limiter à des paroles ou références à la fatigue. Ici, il faut montrer, littéralement pas à pas, comment tout se passait le jour de la disparition. Pour les enquêteurs, c'est un moyen de fixer la succession des événements. Pour le tribunal, c'est un argument matériel qu'il est impossible de réfuter par les paroles de la défense. Pour Simonova elle-même, c'est le moment de vérité dans lequel il ne lui restait pas d'espace pour la manœuvre. Le matin commença par la préparation. À la maison où se trouvaient le garage et la voiture furent appelés témoins, groupe opérationnel et employés du parquet. Toutes les formalités sont observées jusqu'aux petitesses. L'atmosphère autour semblait tendue. Chaque présent comprenait que c'est précisément maintenant que seraient reproduits les événements qui changèrent les destins de beaucoup de gens. Simonova fut sortie de l'isolateur. Elle se tenait habituellement retenue. Ni mot superflu, ni geste superflu. Mais les regards attentifs fixaient chacune de ses réactions. La première étape de l'expérience concernait le moment
où elle avait pris Diego. L'enquêteur lui demanda de reproduire tout comme c'était. Elle s'approcha de la voiture, ouvrit la porte du côté passager et montra où il s'était assis. Les mouvements étaient de calme, même mécaniques, comme si elle les avait répétés à l'avance. Mais c'est précisément cette démonstration qui rendait tout encore plus troublant. Il n'y avait ni lutte, ni résistance, ni signe de pression. Ce n'était pas un enlèvement dans le sens habituel, mais manipulation de la confiance. Et cette confiance s'avéra décisive. Plus loin, elle montra comment elle mit en marche la voiture et partit par l'itinéraire qui était maintenant connu de l'enquête. L'enquêteur fixa ses paroles. Elle affirmait que la route était habituelle, qu'ils conversaient comme si tout se passait dans une ambiance habituelle. À ce moment, les experts et procureurs notaient que c'est précisément ainsi qu'elle créait l'illusion de sécurité, gardant le contrôle. Pour Diego, cela ressemblait à un voyage avec l'enseignante, avec une personne qui pendant des années était prêt. Et pour l'enquête, cela devint confirmation. Il monta dans la voiture volontairement. Ce fait rendait son acte particulièrement terrible. Quand il fut question de la maison, Simonova essaya de garder la ligne de défense. Elle assurait qu'aucun crime n'y avait lieu, que tout se réduisait aux cours, lecture de livres, préparation aux Olympiades. Elle reproduisit même comment elle s'asseyait à la table et disposait les cahiers. Extérieurement, cela ressemblait presque à du quotidien. Mais les enquêteurs étaient préparés précisément à cette version. Sur la table fut posé le rapport de médecin rédigé après que Diego fut trouvé. Le document était volumineux, sec et extrêmement précis. Là était fixé l'épuisement, problèmes de santé, traces de séjour de plusieurs semaines dans un espace fermé, sans alimentation et soins normaux. Tout cela ne coïncidait avec aucun détail de sa version. Les médecins indiquèrent qu'un tel organisme ne pouvait se trouver dans un état normal s'il ne s'agissait que d'études et cours. Chaque ligne de ce rapport détruisait ses paroles et découvrait définitivement le mensonge. L'enquête à cette étape avait déjà tous les maillons clés. Témoignages de témoins, y compris le voisin qui avait vu Diego dans sa voiture. Enregistrement de caméras confirmant l'itinéraire. Écriture sur les notes coïncidant avec ses brouillons. Journaux où elle décrivait elle-même ses motifs. Et maintenant encore sa propre reconstitution où elle montra par essence qu'elle utilisait la confiance et son autorité. La partie finale de l'expérience consista à fixer ses paroles et actions au procès-verbal. Tout fut enregistré et filmé. En résultat, tout le tableau semblait entier et achevé. Pour les enquêteurs, cela signifiait que le travail était fini. Ils avaient approuvé chaque détail, vérifié toutes les versions et les confrontèrent aux faits. Il ne restait qu'à énumérer toute la somme de preuves dans un document. Témoignages de témoins oculaires, preuves matérielles, ses notes personnelles, expertise de médecins et graphologues, et maintenant aussi l'expérience d'enquête. Cette somme était suffisante non simplement pour une conclusion d'accusation, mais pour un procès judiciaire complet où se décidait déjà son sort. C'est précisément à partir de ce moment que l'histoire passait à un nouveau niveau. L'enquête avait fait tout ce qui était possible et transmis l'affaire au tribunal. Maintenant, au premier plan sortait l'autre côté, avocat, procureur, juré. La question était seulement en cela quel verdict serait prononcé et quel châtiment subirait Simonova. Tout le reste était déjà dit par ses propres mains et actions. Le procès judiciaire de l'affaire de Julia Simonova devint un des événements les plus retentissants et discutés à Puebla. Déjà dès les premiers jours des séances, il était compréhensible. L'attention était rivée non seulement au sort d'une personne concrète, mais au mécanisme même de la justice. Comment le système réagirait-il à une affaire si retentissante ? Les juges et l'enquête pourraient-ils passer à travers la pression sans précédent de la part de l'opinion publique, presse et défense elle-même ? Tout cela donnait au procès une tension supplémentaire. La salle du tribunal était bondée. Il n'y avait pas assez de place. C'est pourquoi beaucoup se tenaient dans les passages. Les journalistes déployaient des trépieds, filmaient chaque geste, chaque parole. Les habitants ordinaires de la ville venaient simplement regarder de leurs yeux comment se rend la justice.
Pour eux, Simonova, jusqu'au dernier moment, restait une personne à l'image contradictoire, enseignante respectée, récompensée pour ses mérites dans l'éducation, et simultanément suspecte dans un crime grave. Ce contraste rendait le procès particulièrement émotionnel. Dès les premières séances, la défense construisit sa ligne. Nier les faits qui étaient déjà confirmés par les expertises et témoins n'avait pas de sens. C'est pourquoi l'avocat de Simonova décida de mettre l'accent sur l'état psychique de sa protégée. Dans son discours résonnaient des thèses sur l'épuisement professionnel, pression de nombreuses années, stress l'ayant soi-disant menée à un état dans lequel elle cessa de réaliser ses actions. Il affirmait qu'elle ne représentait pas de menace pour la société, mais avait plutôt besoin de traitement et soutien. Cet argument était construit sur un procédé classique, reconnaissance d'irresponsabilité. Si le tribunal était d'accord avec cette ligne, Simonova aurait pu éviter un châtiment strict et passer le reste de sa vie dans un établissement spécialisé et non en prison. Pour beaucoup dans la salle, cela ressemblait à la dernière, mais très forte tentative de la sauver d'un vrai verdict. Le juge écouta attentivement la partie de défense et, agissant strictement selon la loi, nomma une expertise psychiatrique obligatoire. Cette décision devint un moment décisif. Dans la salle s'établit un silence tendu. Tous comprenaient. C'est précisément la conclusion des experts qui deviendrait la ligne finale. L'expertise fut menée soigneusement et longtemps. La commission consistait en spécialistes expérimentés, psychiatres, psychologues et linguistes. Ils étudiaient son comportement, analysaient les notes personnelles, menaient de longs entretiens et tests. Simonova était placée dans différentes conditions. On vérifiait sa réaction à des questions provocatrices. On évaluait sa capacité de construire des chaînes logiques. Une attention particulière était accordée à ses journaux et lettres. Les médecins voyaient en eux le reflet de sa pensée et motivation. L'attente de la conclusion des experts s'avéra épuisante. La défense tirait le temps, déposant de nouvelles requêtes, exigeant des examens supplémentaires, essayant de contester chaque action de la commission. Mais finalement, le document fut prêt. La conclusion résonna univoquement. Julia Simonova est reconnue pleinement responsable. Les médecins notèrent qu'elle réalisait chacune de ses actions, comprenait clairement les conséquences, agissait successivement et cachait ses pas aux entourants. De plus, ses notes indiquaient de la réflexion, systématisme d'action, ce qui excluait complètement la possibilité d'un acte accidentel ou incontrôlé. Cette expertise détruisit la dernière ligne de défense. Maintenant, le tribunal examinait l'affaire exclusivement dans le cadre des preuves et témoignages rassemblés. L'atmosphère dans la salle changea. La tension devint autre, plus lourde. Si plus tôt chez quelqu'un restait l'espoir qu'elle soit reconnue malade et envoyée en traitement, maintenant tous comprenaient. Le verdict serait sévère. L'énoncé du verdict devint la vraie culmination. Le juge énuméra successivement les preuves, coïncidence d'écriture dans les notes, brouillon trouvé dans sa maison, faux alibi réfuté par les données de l'opérateur cellulaire, témoignages de témoins, enregistrement vidéo où on voit sa voiture, conclusion médicale sur l'état de Diego, ainsi que matériaux de l'expérience d'enquête. Chaque preuve s'inscrivait dans le tableau général et il était trop évident. Après cela, le juge passa à la partie résolutive. Ses paroles résonnèrent fermement et sans pause. Privation de liberté à vie, sans droit à libération conditionnelle anticipée. Dans la salle s'établit un silence de mort. Quelques secondes, personne ne prononça un mot. Puis quelqu'un soupira lourdement. Quelqu'un commença à s'entre-regarder. Mais il était clair, le point était mis. Pour la famille de Diego, cette décision devint un moment longtemps attendu. Pour la société, confirmation que même les gens les plus respectés et extérieurement prospères peuvent cacher de terribles secrets. Et pour le système de justice, leçon que de semblables affaires exigent un maximum de minutie et attention pour que les erreurs du passé ne se répètent pas. Mais l'histoire ne se termina pas aux paroles du juge. Maintenant, il fallait comprendre autre chose. Comment elle avait réussi si longtemps à cacher ses penchants et pourquoi les signaux d'alarme du passé furent ignorés.
C'est précisément cette question qui devint la base de l'étape suivante de discussion de l'affaire. L'histoire de cette affaire ne se termina pas le jour où le tribunal prononça le verdict. Dans le sens juridique, tout était fermé, enquête menée jusqu'au bout, toutes les preuves examinées, culpabilité établie, châtiment désigné. Mais pour les gens impliqués dans cette histoire, tout ne faisait que commencer. Elle continuait à vivre dans leur mémoire, dans les habitudes, dans les actes, dans la façon dont ils regardaient maintenant le monde. Et le plus terrible, dans la façon dont leur vie changeait après ce qui était arrivé. Avant tout, Diego, on le trouva vivant, et cela semblerait devait être un miracle. Mais en réalité, c'est précisément à partir de ce moment que commença l'étape la plus difficile. Il passa par ce qui ne s'inscrivait pas dans son âge, ce qu'il n'aurait jamais dû subir. Les médecins fixaient chez lui une forte anxiété, réveil nocturne, refus de rester seul même le jour, attente constante de menaces. Même les bruits quotidiens, bruit de pas dans le couloir, sonnette à la porte, pouvaient provoquer chez lui la panique. Les spécialistes disaient aux parents « C'est un long processus. Nous ne pouvons promettre un rétablissement complet, mais nous pouvons l'aider à apprendre de nouveau à faire confiance au monde. » Pour cela fut connectée toute une équipe, psychologues, psychiatres, pédagogues, travailleurs sociaux. D'abord, tout allait lentement. Il ne parlait presque pas, éviter le contact. Seulement graduellement, pas à travers des jeux, dessins, rituels simples, tasses de cacao chaud le soir, promenade vespérale avec le père, on lui rendait la sensation de sécurité. Mais la famille comprenait. Dans la ville natale, vivre était impossible. Trop de regards, chuchotements derrière le dos, trop de souvenirs. Et ils se décidèrent. Déménagement. Autre ville, nouvelle école, nouveaux voisins. Ils changèrent même de nom pour que Diego puisse grandir sans le fardeau du passé. Mais cette affaire changea non seulement leur vie privée. Elle frappa tout le système d'éducation de la région. Quand l'enquête découvrit les vieilles plaintes que personne n'avait prises au sérieux, cela devint un vrai scandale. Le ministère de l'Éducation fut contraint de reconnaître, il fermeta les yeux. Commencèrent les vérifications dans toutes les écoles. Imaginez-vous, les réviseurs arrivaient sans prévenir, soulevaient les archives, conversaient avec les élèves et leurs familles. Dans les écoles, on implanta d'urgence de nouveaux protocoles. Maintenant, l'enseignant ne pouvait rester avec l'élève en tête-à-tête sans notification de l'administration. Les bureaux furent équipés de vidéosurveillance, apparurent des commissions spéciales pour l'examen des plaintes. Une attention particulière fut accordée aux pédagogues. Tous les 6 mois, ils devaient passer un diagnostic psychologique. On implanta des stages obligatoires sur l'éthique et le travail avec les adolescents. Pour beaucoup, cela ressemblait à de la bureaucratie, mais les fonctionnaires comprenaient. Le prix de l'erreur était trop élevé. Et tout cela, conséquence directe de l'histoire de Simonova. Ce cas devint un moment décisif, forçant le système à reconnaître qu'à l'intérieur d'elle pouvaient se cacher non seulement de forts pédagogues, mais aussi des figures dangereuses. Une attention particulière mérite la réaction des collègues de Simonova. Pour eux, ce fut un coup à la réputation de la profession. Beaucoup d'entre eux disaient « Nous la connaissions comme stricte, exigeante, mais nous ne nous représentions pas ce qui se cachait derrière cela. » Dans les écoles commencèrent les conversations. Comment distinguer l'exigence saine de l'obsession? Où passe la frontière? Ces discussions devinrent aussi partie de l'héritage de l'affaire, parce qu'elle apprit aux gens à poser des questions inconfortables. Pour les enquêteurs, l'histoire devint aussi spéciale. Un des opérationnels se rappela plus tard. Nous étions proches de manquer l'essentiel. Et s'il n'y avait pas eu les petits détails, écriture, notes, ces phrases étranges, nous aurions pu partir sur une fausse piste. C'est précisément cette affaire qui devint pour la police un exemple de l'importance d'accorder attention aux preuves indirectes,
Dans les programmes d'enseignement pour les jeunes employés maintenant, il y a un bloc séparé consacré à l'affaire Simonova. On leur montre les matériaux, on explique comment se composait le tableau, comment de petites contradictions grandit toute une enquête. Et bien sûr, resta la maison, cette même où on trouva Diego. D'abord, on la scella, puis on l'enregistra comme propriété d'État. On essaya de la mettre en vente, mais les acheteurs, l'un après l'autre, refusaient. Ces murs se rappellent à trop de choses, disait un des agents immobiliers. Les habitants locaux s'efforçaient de contourner la rue, et les adolescents des environs composaient des histoires terribles, comme si la nuit on y entendait des pas. Graduellement, la maison devint un symbole, abandonnée, avec la peinture écaillée sur les murs, avec le jardin envahi. Elle se dressait comme un reproche muet. Sa présence rappelait « Le mal peut se cacher derrière les façades les plus ordinaires ». Au final, l'héritage de l'affaire Simonova s'avéra à plusieurs couches. Pour la famille de Diego, c'est une trace éternelle et tentative de survivre après ce qui fut vécu. Pour la ville de Puebla, nécessité de changer les règles pour que ne se répète plus le semblable. Pour le système d'éducation, leçon qu'aucune réputation ne doit être au-dessus du soupçon. Pour les enquêteurs, preuve que c'est précisément l'attention aux détails qui sauve des vies. Et pour tous les autres, histoire, avertissement. Parce que de telles affaires montrent, le terrible peut se cacher près, derrière la porte d'une maison familière, dans le visage d'une personne à qui on fait confiance. Et peut-être c'est précisément cette connaissance, l'héritage principal de cette histoire. Elle vit plus longtemps que n'importe quel verdict, plus longtemps que la maison vide, plus longtemps que les documents officiels. Elle reste dans la mémoire pour ne pas laisser se répéter ce qui est arrivé.